Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'être là et pour faire cette conférence avec vous ce soir. Donc, je suis accompagné de Joshua Gobet, qui est doctorant dans l'équipe. On a trouvé ça important de faire cette conférence à deux voix, parce que l'idée, c'est de vous montrer la science en train de se faire. Et pour une bonne part, la science, elle se fait dans nos laboratoires grâce à l'implication des doctorants et des postdoctorants. Donc, au programme ce soir, c'est pas comme d'habitude au planétarium le voyage intersidéral, c'est plutôt le voyage intracérébral. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé parce que là, j'ai un casque sur la tête qui détecte certaines de mes ondes cérébrales et qui fait s'agiter le signal sur l'écran. Donc, s'il ne se passe plus rien, il faut s'inquiéter pour moi. Essaie 2 secondes pour voir. J'essaye de plus penser. Et puis, le programme, c'est pas non plus la naissance des galaxies, ça va être plutôt la naissance d'une méthode d'imagerie. Donc, on va parler d'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est un petit peu un monde en soi, avec beaucoup de techniques différentes, certaines qui probablement vous sont familières, d'autres que peut-être vous connaissez beaucoup moins ou pas du tout. Et donc, pour démarrer cette conférence, pour parler un petit peu ensemble un même langage, ou pour réviser, on s'est dit que c'était pas mal de démarrer de manière un petit peu ludique avec un quiz. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec quelques images de cerveau, et puis je vais vous proposer de voter en fait. Donc, vous aurez 3 réponses disponibles. La première réponse, la réponse A, ce sera l'IRM. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. La deuxième réponse possible, ce sera l'imagerie nucléaire. L'imagerie nucléaire, c'est en fait une famille de techniques. Vous connaissez peut-être le TEP scan ou la scintigraphie qui appartiennent à cette famille. Et la troisième possibilité, ce sera le scanner. Donc je vous présente de suite. Alex, il va falloir que tu le fasses. Ouais, merci. Une première image de cerveau, dont les coupes défilent de bas en haut. Et je vous propose de voter qui est en faveur de la réponse A, IRM. On fait ça à l'ancienne, on lève les bras. Hein. OK. Qui est en faveur de la réponse B, imagerie nucléaire? Au moins un. Et qui est en faveur de la réponse C, le scanner? Eh bien, on va dire que c'est la majorité, et la majorité a raison. Effectivement, c'est une image de scanner. Le scanner, ça marche avec des rayons X, et finalement, le scanner, ça n'est que la version 3D de la radiographie. Donc la radio que vous trouvez à l'hôpital. Tu fais toutes les commandes ? Donc, je propose de passer à une deuxième image. Que je vous laisse découvrir. Et là, je suis un peu ému parce qu'en fait, il s'agit de mon propre cerveau. J'avais fait le volontaire il y a quelques années pour une étude. J'espère que ça ne s'est pas trop rabougri depuis. Donc, qui vote pour la réponse A, IRM? Et qui vote pour la réponse B, imagerie nucléaire? Bon, ben là encore, c'est la majorité qui a raison. C'est une image d'IRM. Donc IRM, imagerie par résonance magnétique, vous savez probablement que c'est un gros aimant qui produit un champ magnétique très intense. Par contre, ce n'est pas l'aimant en lui-même qui produit l'image. Il faut, pour former l'image, envoyer des impulsions radiofréquences qui permettent d'exciter et de décoder, de reconstruire l'image. Et la troisième image, donc je ne vous ferai pas l'injure de voter, c'est une image d'imagerie nucléaire. Imagerie nucléaire, ça veut dire qu'on va utiliser de la radioactivité médicale. Donc on produit un radioisotope qui a une durée de vie courte, donc on a de la radioactivité pendant la durée de l'examen, et la caméra va détecter cette radioactivité. Ici, c'est un exemple avec une sonde qui va se lier à un certain type de neurones, des neurones à dopamine, et c'est pour ça qu'on voit cette zone blanche au centre du cerveau.
Donc on peut, avec la radioactivité, construire des sondes un petit peu à façon pour aller cibler tel ou tel type de neurone. Voilà, on a balayé un peu nos quelques techniques d'imagerie. Donc là, on a révisé ensemble. Je voudrais maintenant qu'on en fasse une dernière, sans les indications, pour vérifier un petit peu que vous suivez, quoi, que vous n'êtes pas endormi. Donc on va dire que cette fois, c'est l'évaluation, et que ceux qui se trompent ne verront pas la fin de la conférence. En fait, c'est peut-être un peu dur. On va dire qu'on fera des groupes de niveau. Allez, j'envoie. Donc c'est une magnifique animation qui est produite par des collègues de Grenoble et de Londres. Et du coup, je les remercie de m'autoriser à l'utiliser pour cette conférence. Donc on balaye le cerveau un petit peu dans tous les sens. Donc je vous propose à nouveau de voter, réfléchissez bien. Qui est en faveur du scanner des rayons X? Les rayons X, il n'y a pas grand monde. Qui est en faveur de l'IRM? Et qui est en faveur de l'imagerie nucléaire, la radioactivité médicale? Donc la grosse majorité, c'est l'IRM. Il y en a qui s'abstiennent quand même, hein. Je trouve ça un peu... Ou alors ils dorment déjà, en fait. Bon ben Joshua, il n'y aura pas grand monde pour t'écouter finalement, parce que là, la majorité s'est trompée, en fait. Hein. La majorité s'est trompée, mais en fait, c'était quand même un petit peu le but. Alors, en fait, c'est également des rayons X. Donc là, je vous remets un plan de coupe de la première image que je vous ai montrée quand on était ensemble en train de réviser, et puis cette seconde image qui vous a un petit peu induit en erreur. Et effectivement, vous voyez que c'est pas évident parce qu'elles sont quand même assez drastiquement différentes. Alors là, il faut que je précise quand même deux petites choses. La première, c'est que l'image de Scanneris que je vous ai montrée tout à l'heure, les radiologues et les neurologues dans la salle, et je sais qu'il y en a, vous diront que c'est pas la meilleure qualité possible, et je suis bien d'accord. J'ai choisi un scan assez court qui produit une image de qualité assez médiocre. On peut probablement faire mieux. Et l'autre différence à noter, c'est que ici, vous avez un patient qui était à l'hôpital sous la caméra avec son crâne. Et par contre, ici, il n'y a plus le crâne, il n'y a plus le bonhomme autour. Parce que, en fait, ça, c'est une pièce d'autopsie. Donc, c'est un cerveau issu d'une personne qui était décédée. Mais néanmoins, vous voyez que ces contrastes sont complètement différents, et même si on mettait ce cerveau sous cette machine-là et qu'on la scannait dans ces conditions-là, on n'obtiendrait pas du tout ce type d'image. Donc là, il y a un petit mystère à expliquer, c'est comment les rayons X peuvent produire à la fois ce type d'image, caractéristique d'un scanner tel que vous pouvez le scanner à l'hôpital, et ce type d'image avec un excellent contraste entre la matière grise, ici sur les bords du cerveau, qui représente les corps des neurones, et puis la matière blanche, ici, qui représente les liaisons entre les différentes aires cérébrales. Alors pour ça, il va falloir faire un petit peu de physique, mais rassurez-vous, à mon niveau, de moi qui ne suis pas physicien, donc ça va aller. On va dire que ça, ce sont nos rayons X qui arrivent sur notre échantillon, donc un cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand les rayons traversent l'échantillon? Il y a une atténuation. C'est-à-dire qu'il y a des rayons qui ralentissent et puis certains qui ne ressortent pas finalement de l'autre côté du cerveau. Donc ça, cette atténuation, c'est un phénomène très, très classique. Vous pouvez tout simplement y penser quand vous faites là, des ombres chinoises, c'est simplement parce qu'il y a une atténuation de la lumière à travers les mains. Et donc finalement, ce qu'on produit là, c'est l'ombre portée par cet échantillon. Et ça vous explique un petit peu les caractéristiques de cette image. D'une part, on voit très bien le crâne autour, parce que le crâne c'est de l'os, donc c'est très dense, et donc c'est un matériau qui va fortement atténuer les rayons. Et à l'inverse, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte crânienne, le phosphore un peu mou, comme disait Boris Vian, ça atténue pas beaucoup les rayons,
et donc le contraste reste relativement faible. Et donc pour obtenir ce joli contraste ici, il va falloir faire appel à un autre type d'interaction qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à présent. Il se passe également, quand les rayons traversent l'échantillon, un phénomène qu'on appelle la réfraction, et qui consiste en une légère déviation de ces rayons au contact des surfaces de l'échantillon. Là encore, c'est un phénomène en fait que vous pouvez observer directement dans la vie courante. Ici, si vous avez l'impression que les pailles elles sont brisées, c'est simplement qu'il y a une réfraction quand on passe entre l'eau dans le verre et l'air qui est au-dessus. Donc c'est exactement ce phénomène qui a lieu ici. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre d'être sensibles à ce qui se passe à l'intérieur et de détecter finalement la microstructure cérébrale. Alors jusqu'ici, je n'ai pas montré de détecteur. Alors je vais mettre un petit détecteur, voilà. Donc ici, mes rayons, ils tapent sur l'écran et c'est ça qui donne mon signal. Et puis dans une configuration classique, on a un signal ici qui est dominé par l'atténuation. C'est essentiellement l'atténuation qui me donne du signal. Et ces tout petits angles, ces tout petites déviations qui sont créées par la réfraction, et bien finalement, ils sont sans effet sur la formation de l'image. Donc, pour essayer d'être sensible à ça, expérimentalement, je ne peux pas mesurer ces petites déviations. Par contre, ce que je peux faire, c'est reculer mon écran pour que la déviation des rayons, elle devienne sensible et elle produise un effet. Et en fait, quel est l'effet que ça va produire? On va voir apparaître ici, sur les bords de l'objet, des interférences. Parce que les rayons sont déviés et donc ils finissent par interagir entre eux. Là encore, c'est pas totalement loufoque ou incroyable cet effet. Vous pouvez en faire l'expérience. Si vous allez à la piscine par un jour ensoleillé, vous verrez ça, c'est-à-dire que vous verrez une irrégularité de l'intensité du fond de la piscine qui est créée par des interférences lorsque les rayons lumineux passent de l'air jusque dans l'eau. Donc ça, c'est des interférences et c'est exactement le phénomène ici qui se produit. Donc évidemment, pour passer de ça, la formation des interférences, à la jolie image, il y a des algorithmes de la reconstruction, du traitement d'image et donc beaucoup de maths. Donc ça, je ne vais surtout pas l'expliquer, je veux juste vous faire sentir que pour être sensible à la microstructure cérébrale, eh bien, il faut prendre en compte la réfraction. Et le fait de reculer l'écran, c'est pas juste une astuce pour vous expliquer, c'est vraiment ce qu'on fait expérimentalement au laboratoire. On introduit une distance de propagation pour laisser l'espace à l'interaction entre les rayons et pour que la réfraction produise des interférences. Alors, il y a quand même une condition pour tout ça, c'est que ici, on arrive avec des rayons X qui sont synchrones, c'est-à-dire qui arrivent tous en même temps, de manière bien ordonnée et évidemment dans la même direction. Donc les physiciens vous diront que le faisceau doit être cohérent. Moi, je me contenterai de vous dire que tous les rayons doivent arriver en phase et pour qu'à l'extérieur, à l'extérieur après le cerveau, on puisse détecter des interférences qui correspondent à un déphasage. C'est pour ça que cette méthode d'imagerie, à laquelle pour l'instant je n'ai pas encore donné de nom, mais on va l'appeler imagerie en contraste de phase. Donc ce rayonnement synchrone ici, on ne va pas pouvoir le trouver à l'hôpital. Les sources qui équipent nos scanners ne permettent pas d'avoir cette propriété. Donc il va falloir aller chercher ce type de rayonnement ailleurs. Et pour ça, on va avoir recours à une installation. Alors l'installation dont on parle, c'est un synchrotron. Un synchrotron, c'est quoi? C'est un nouveau mot à caser avec un Y au Scrabble. Et on en a deux en France. On en a un qui est une installation européenne qui est située à Grenoble, ici. Et puis on en a un qui est sur le plateau de Saclay, en région parisienne, qui est géré par le CEA et le CNRS. Donc vous voyez que c'est
un gros anneau, c'est un accélérateur de particules. Alors il ne faut pas confondre ça avec un cyclotron, qui est un petit accélérateur qui produit de la radioactivité médicale. Il ne faut pas confondre ça avec le grand collisionneur du CERN, que souvent vous connaissez, qui est un immense accélérateur souterrain qui traverse plusieurs pays, entre la Suisse, la France et l'Italie, et qui lui sert à faire des collisions. Ici, on ne va pas faire de collision dans cet anneau, on va simplement faire circuler des électrons. Donc, on va les accélérer dans un petit anneau, et puis ensuite on va les envoyer dans un grand anneau de stockage, où ils vont tourner comme ça, quasiment à la vitesse de la lumière, et à l'infini, ou presque. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces électrons? Bien, comme leur trajectoire est courbe, on va pouvoir leur faire émettre des rayonnements. Et donc ces rayonnements, ça va être des lignes de lumière qui sont produites de manière tangente à l'anneau de stockage. Et en fait, ces lignes, c'est des bâtiments, et c'est là où nous, on fait nos expérimentations. Donc ces lignes de lumière abritent un rayonnement X, et c'est là que nous, on va s'installer avec nos échantillons pour faire le type d'imagerie de X de contraste de phase. Donc voilà pour le principe de la méthode. Et maintenant, je vais laisser Joshua vous présenter ses travaux de thèse, ce qu'il a fait avec ce type d'imagerie. Alors, je vous ai montré au début de l'exposé un cerveau humain. Bien sûr, ça, c'est des pièces anatomiques qui sont précieuses et difficiles d'accès. Donc nous, pour nos travaux, on va avoir recours à l'expérimentation animale, et vous allez plutôt voyager au sein du cerveau de la souris. Merci Fabien. Et donc du coup, le moment que vous attendez tous, ou pas, les images. Donc ce que vous êtes en train de voir défiler sous vos yeux, ce sont donc de vraies images qu'on obtient après une expérience au synchrotron. Et donc, en l'occurrence, une image de cerveau de souris, donc comme on peut le voir ici, qu'on balaye de bas en haut. Alors le premier truc qui nous frappe avec ces images, c'est qu'en fait on a un contraste qui est excellent sur certaines structures du cerveau. Notamment ce que vous voyez donc en blanc, ou plutôt en gris très clair, c'est ce qu'on appelle la matière blanche. Or la matière blanche, pour vulgariser un petit peu, donc on l'appelle comme ça en opposition à la matière grise, que vous connaissez sûrement. La matière grise qui est à l'extérieur du cerveau, qui est entre très gros guillemets la matière qui réfléchit, et la matière blanche qui est plus donc à l'intérieur du cerveau et qui va plus jouer le rôle d'autoroute de l'information à l'intérieur de celui-ci. Donc en fait, on voit que sur nos images, on a vraiment des détails très très fins au niveau de cette matière blanche. Donc il faut se rendre compte que un cerveau de souris comme ça, c'est à peu près 1 cm3 grand maximum. 1 cm3, c'est à peu près une phalange de votre doigt, si vous voulez comparer. Donc, ou sinon, ça ressemble à un petit chewing-gum mâché. Voilà. Donc on est vraiment sur une échelle qui est très très petite. La deuxième chose qu'on peut voir, en fait, est donc, là où la matière blanche était vraiment donc, ce qu'on appelle un hyper-contraste, donc en blanc. Alors, je vais attendre que ça revienne en arrière. Mais ce qu'on peut voir en hypocontraste, du coup en gris très sombre, voire en noir, ce sont les vaisseaux sanguins. Donc tous les petits points que vous voyez là, ou des fois qui se propagent en forme de ligne, ce sont des vaisseaux sanguins. Donc là, on met le doigt en fait sur un des premiers avantages de cette méthode d'imagerie, qui est qu'on a accès en fait à des structures cérébrales qui sont très intéressantes pour les recherches en neurosciences. Le deuxième aspect très important et très intéressant de cette méthode d'imagerie, c'est qu'elle est isotropique. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez des coupes défiler, mais en fait, on est capable d'avoir la même chose sur un autre plan de coupe différent et à la même résolution spatiale. C'est-à-dire qu'en gros, l'espace entre les coupes donc de ces images qui défilent là est exactement le même que l'espace des coupes qui défilaient juste avant. Donc là, on est sur une coupe qu'on appelle coronale, avec donc là des gros vaisseaux de matière blanche. Et je vous laisse profiter un petit peu de ces images. Et j'en profite pour dire que la petite paroi blanche en fait, que vous voyez de temps en temps, en fait, c'est tout simplement la paroi du tube à essai dans laquelle on a fait l'expérience. Donc comme disait Fabien, ce sont des pièces d'autopsie, donc pas de souris autour du cerveau. Et donc du coup, il faut qu'on les stocke quelque part, et donc c'est dans des tubes à essai. Et je vous fais défiler
le dernier plan de coupe, donc on appelle le plan sagittal. Donc on voit très très bien le tube à essai. Et donc là, de la même manière, on voit très bien tous les vaisseaux sanguins, la matière blanche qui apparaît, et ainsi de suite. Donc en fait, cette tomographie, par contraste de phase à rayon X, c'est une imagerie qui est 3D dans son essence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser le cerveau, on va dire, sous tous les angles. Et ça, c'est vraiment un atout quand on veut l'étudier. Et donc du coup, au lieu de voir un empilement de coupes, ce que je vous propose, c'est de voir vraiment un cerveau en 3D. Donc ce que vous voyez sous les yeux, c'est donc un cerveau de souris, même le même cerveau de souris que vous avez visualisé plus tôt, mais donc en 3 dimensions. Donc chaque petit point que vous voyez en fait correspond à un voxel ou à un pixel des images que vous voyez juste avant. Donc en termes de résolution, la résolution donc, c'est la taille du plus petit détail qu'on est capable de discerner. On est à peu près à 5 micromètres. Ça veut dire que chaque cube a une arête de 5 micromètres. Alors 5 micromètres, ça peut paraître un petit peu abstrait. Donc pour se donner un ordre d'idée, un cheveu, ça a un diamètre de 200 à 300 micromètres. Donc c'est pour dire à quel point on est très très précis sur ces images-là. Et donc, pour la beauté du spectacle, je vais vous laisser apprécier un petit voyage à l'intérieur du cerveau. Donc on vient à l'instant de pénétrer à l'intérieur du cerveau de souris par l'arrière, par une structure qu'on appelle donc le cervelet. Et donc du coup, outre faire des images qui sont très jolies, nous on va chercher à étudier les structures dont j'ai parlé précédemment, notamment la matière blanche et la vasculature. Alors d'ordinaire, on a d'autres méthodes pour le faire, avec une résolution élevée, notamment ce qu'on appelle l'histologie. L'histologie, c'est en fait prendre le cerveau et le couper physiquement en fines lamelles qu'on va aller observer sous un microscope ensuite. Cette méthode a quelques limites, quelques problèmes, notamment le fait que quand on coupe physiquement le cerveau, on va forcément endommager les structures qu'il y a à l'intérieur. Nous, comme on ne coupe pas ce cerveau-là physiquement, les structures dont je vous ai parlé, la vasculature et la matière blanche, conservent leur intégrité structurelle. Et donc du coup, on va pouvoir essayer de les segmenter et de les visualiser en 3 dimensions. Et donc je vais commencer par vouloir afficher la vasculature. Donc tous les petits points que vous venez de voir apparaître, ce sont de vraies données, donc une vraie segmentation du réseau vasculaire à l'intérieur du cerveau. Donc en fait, on peut voir vraiment se dessiner les vaisseaux sanguins comme ils sont dans la réalité. Et voilà, donc je vous laisse apprécier un petit peu. Mais le plus gros de mon travail jusque-là, ça a été donc l'étude de la matière blanche. La matière blanche, donc, qui est, comme je disais plutôt, une structure assez essentielle du cerveau et qui est en fait constituée de faisceaux de neurones myélinisés. Donc myélinisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, pour que le signal passe mieux, ces neurones sont entourés d'une gaine de myéline, c'est-à-dire une espèce de petit fourreau de protéines qui va faciliter la transmission du signal. Et donc du coup, c'est ça qu'on va pouvoir observer, nous, avec notre méthode d'imagerie. Et donc notamment, une première structure que je vais pouvoir vous montrer qui va s'appeler la commissure antérieure, qui devrait apparaître juste ici. Alors, sachant que toutes les structures que je vais vous montrer là existent aussi dans le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on est capable de faire le parallèle. Alors forcément, il y a des limites, mais ce sont des structures qui existent dans le cerveau humain. Donc la commissure antérieure qui est juste là, et je vais pouvoir faire apparaître aussi le corps calleux, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui relie les 2 hémisphères du cerveau entre eux.
Donc, c'est bien beau de visualiser ces données, mais en tant que scientifique, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir une quantification. Vraiment, obtenir des chiffres, quoi. Et donc, pour obtenir ces chiffres, moi, je me suis plongé dans ce qu'on appelle la tractographie. Donc, la tractographie, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est essayer de reconstruire les fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau à partir de données d'imagerie. C'est-à-dire que on est capable, on a une information qui nous dit les fibres, elles sont là. Nous, après, on va vouloir sortir des chiffres à partir de ça, savoir où elles vont, combien elles sont, et ainsi de suite. Pour un cerveau humain, c'est assez facile à faire. En gros, on a des fibres, on est très capable de dire elles vont dans cette direction-là, et c'est facile à déduire. Pour un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut lui dire tout ce qu'il doit faire. Et donc du coup, la première étape pour aboutir à une tractographie, ça va être de déterminer l'orientation des fibres à l'intérieur de chaque voxel. Donc du coup, c'est l'image qu'on va pouvoir afficher juste après. Enfin, juste là. Donc là, c'est une partie du cerveau qu'on appelle le striatum, donc qui est constitué de plein de faisceaux de fibres, et donc qui sont plus ou moins parallèles. Et donc ce que vous voyez, donc pareil, c'est plein de petits points pour l'instant, donc qui sont codés, dont la couleur donne un indice sur la direction. C'est-à-dire en gros, plus les points sont rouges, plus la direction dominante est celle de gauche à droite. Plus les points sont bleus, ça veut dire qu'ils vont de haut en bas. Et plus les points sont verts, plus ils vont d'avant en arrière. Mais bon, cette orientation, elle ne s'est pas définie toute seule. On l'a trouvée donc avec des méthodes qui sont algorithmiques. Voilà. Donc c'est très bien, mais ça suffit pas. Nous, ce qu'on cherche à faire avec la tractographie, en fait, ça va être de relier les points une fois qu'on a ces orientations. Si on veut, c'est de tracer la trajectoire des fibres. Donc du coup, ça va être l'image suivante qu'on va pouvoir afficher. Donc ça, c'est une tractographie donc du morceau de cerveau que je viens de vous montrer. Donc on retrouve les fibres de striatum qui sont juste là. Et en rose, là, c'est donc un petit morceau de corps calleux que vous avez vu juste avant. Donc, c'est très joli, mais à quoi ça sert ? Donc, le principe, c'est que maintenant qu'on a ces fibres, on est capable, par exemple, de quantifier la densité de fibres à certains endroits. Savoir comment elles se dispersent. Est-ce qu'elles vont dans une direction ? Est-ce qu'elles vont dans deux ? Ainsi de suite. Donc ça, c'est des données qui sont assez précieuses pour les chercheurs en neurosciences. Et je vais vous montrer donc une application concrète de ce à quoi ça peut servir. Donc là, c'est une tractographie dans un hémisphère sain, c'est-à-dire que donc, de ce côté-là du cerveau, tout va bien, pas de souci. En revanche, ce qui va s'afficher juste ici, c'est la même tractographie, mais d'un cerveau qui est atteint donc, de démyélinisation. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, la myéline, c'est la gaine de protéines qu'il y a autour des neurones. Si on l'enlève, le signal passe moins bien et du coup ça donne des cas pathologiques. Et notamment, ici, c'est un modèle de sclérose en plaques. C'est-à-dire que, en fait, on a pris le cerveau de souris et donc on a injecté un produit chimique à l'intérieur qui a causé cette démyélinisation. Et en fait, on peut très bien voir juste ici. Donc là, ce que je suis en train d'entourer, concrètement, c'est un trou. C'est-à-dire que le produit chimique a vraiment enlevé les gaines de mine à cet endroit-là. Et on peut observer ça sur la tractographie. Donc ça peut nous permettre de faire des quantifications. Et donc du coup, d'avoir une étude approfondie de ces structures et des conséquences des maladies et possiblement des traitements qu'on peut vouloir donner pour résoudre ces symptômes. Et donc je suis arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire. Et donc je vais nous laisser ressortir du cerveau et je vais laisser Fabien reprendre la parole. Pendant que vous ressortez tranquillement du cerveau de souris, c'est une expérience comme une autre. Donc je vais redire que là, ce que vous voyez, c'est les données qu'on a acquises, mais manipulées pour avoir un rendu spécial avec l'aide d'un artiste qui nous a été préparé cette conférence.
À l'inverse, les données que vous a montré Joshua au début, en noir et blanc, avec les plans de coupe qui défilaient, ça, c'est les vraies données que nous on acquiert, c'est vraiment notre matériel de travail. Et donc, vous avez compris que la beauté de cette méthode d'imagerie, c'est que le cerveau est intact, on ne l'a pas coupé réellement, on n'a pas mis de poudre de perlimpinpin, et finalement on a numérisé l'objet et on peut derrière le découper virtuellement dans toutes les directions. Et le cerveau reste disponible pour faire ce qu'on fait depuis 100 ans, c'est-à-dire le découper réellement en fines sections, déposer ces sections sur des lames de verre, faire des marquages et puis aller regarder ça au microscope. Et donc nous, on pense que cette méthode d'imagerie, elle peut s'insérer dans les protocoles expérimentaux de nos collègues neuroscientifiques, quelque part entre l'expérimentation chez l'animal vivant et puis l'analyse microscopique de son cerveau. On pense aussi qu'elle peut avoir sa place à l'hôpital, dans les services d'anatomie clinique, donc les services où on examine les échantillons issus de biopsie ou d'autopsie. Et donc pour ça, en fait, notre travail, c'est de développer les outils pour réellement prendre en charge ces images, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas juste des belles images qu'on montre à nos collègues et aux médecins, mais que ce soit des images utiles desquelles on puisse extraire des paramètres et surtout des paramètres qui quantifient des aspects tridimensionnels qu'on perd dès lors qu'on coupe réellement le cerveau. Donc Joshua vous a mentionné son travail sur la matière blanche, avec l'idée de pouvoir simuler les fibres, calculer des densités ou des longueurs de fibres. Et puis vous voyez aussi les vaisseaux, qui est un aspect qu'on n'a encore pas trop abordé, mais où il y a plein de choses à faire. On a envie de quantifier le degré de branchement des vaisseaux, on a envie de quantifier la tortuosité de ces vaisseaux, et de voir comment ça s'est affecté par les maladies. Donc on va se servir de modèles animaux pour développer et valider nos outils, avant de passer sur des échantillons humains qui sont évidemment bien plus précieux et souvent plus complexes à analyser. Donc on utilise des modèles animaux qui simplifient certains types de pathologies. Donc Joshua vous a montré l'exemple de la démyélinisation qui sert de modèle à la sclérose en plaques. Donc finalement, en conclusion, notre rôle, c'est un petit peu d'être des passeurs. C'est-à-dire, nous, on n'a pas inventé cette technique, on bénéficie des avancées des physiciens. Cette technique, aujourd'hui, elle est assez mature, elle est surtout très rapide. Un scan, c'est environ 5 à 10 minutes au synchrotron. Et notre idée, c'est de développer les outils pour la populariser et pour que nos collègues neuroscientifiques ou cliniciens puissent s'en servir et en tirer parti. Je voudrais, avant de conclure, revenir sur le synchrotron. Simplement, en fait, ne pas que vous repartiez à la maison avec l'idée qu'un synchrotron, ça sert uniquement à scanner des phosphores un peu mous. En fait, il y a énormément d'applications. Si on reste sur la ligne de lumière que nous, on utilise, eh ben, on va croiser, outre des biologistes, on va croiser des paléontologues qui viennent avec leurs fossiles, on va croiser des archéologues qui viennent avec des momies, ou peut-être vous en avez entendu récemment, qui viennent avec des papyrus brûlés de Herculanum, et puis on les scanne avec cette technique, et puis on arrive à déchiffrer quelques lettres qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est fait exactement avec la même technique. Et puis si on change de ligne de lumière, si on passe sur une autre ligne de lumière, on va par exemple avoir des rayons X avec des plus hautes énergies, ou bien on va pouvoir avoir des rayons ultraviolets ou des rayons infrarouges. Et là, on va démultiplier les applications. On va avoir des gens qui viennent pour étudier les matériaux. Il y en a qui viennent étudier les métaux de la croûte terrestre. On a des gens, bien sûr, qui font de la cristallographie. On a des gens qui font de la chimie, qui font de la physique fondamentale. Donc, le synchrotron, c'est vraiment un écosystème de recherche
avec un nombre d'applications qui est absolument vertigineux. Je voudrais finir également en disant que le contenu de cette conférence, vous pouvez le retrouver par écrit. On a récemment écrit avec quelques collègues un dossier sur les nouvelles méthodes d'imagerie du cerveau. Et il y a un article qui est consacré à l'imagerie X en contraste de phase. Donc il vous suffit de taper dans votre navigateur Culture Sciences Physiques. C'est un site qui est hébergé par l'ENS de Lyon. Et comme là, ça vient de paraître, et ben, quand vous arrivez sur le site, on est en une et vous trouvez directement les articles qui concernent ces nouvelles méthodes d'imagerie. Et il y en a un qui résume un petit peu ce qu'on a dit pendant cette conférence. Ça, c'était la minute autopromotionnelle. J'ai encore besoin d'une minute pour faire les remerciements. La première personne que je voudrais remercier, ben, c'est Joshua, parce que je peux vous dire que ce n'est pas tous les doctorants qui acceptent, durant leur thèse, de prendre le temps de préparer un événement comme celui-là et de s'exposer au sens propre et au sens figuré. Donc je pense que vous pouvez vraiment l'applaudir.